lequel on publie régulièrement des articles. Et la particularité est qu'il n'y a pas de photographie, c'est seulement de l'illustration originale faite par notre illustrateur et notre illustratrice, principalement autour du carnet de voyage et des légendes associées aux différents lieux, d'où le nom du site Voyage en Terre Comptée. Si ça vous intéresse, on a sans doute encore des cartes qui traînent, vous pourrez aller voir. C'est un carnet de voyage collaboratif, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a envie de nous raconter quelque chose sur un voyage ou un lieu qu'elle a aimé peut nous envoyer un texte qu'on reprend ensemble et puis que nos illustrateurs et illustratrices illustrent pour une publication ultérieure. Voilà un petit peu juste pour le projet en général. Et là aujourd'hui, du coup, on est là pour parler d'un voyage en Palestine que j'ai fait en 2017. Avec maman. Voilà, avec maman. Et du coup... Et avec Tata Aurore. Non, pas avec Tata Aurore. C'est un voyage que j'ai rédigé sous forme d'article qui est disponible sur notre site et dont on va vous lire des extraits et dont on pourra parler après si vous le souhaitez. Voilà. Antoine, tu peux expliquer ce que tu veux faire ? Oui, alors moi je vais suivre en fait leur récit pour faire un peu une forme de vulgarisation du récit des différents lieux qui a été vu et des interactions qui sont passées. Donc en fait je vais juste suivre votre récit à toutes les deux. Oui. Et est-ce que vous parlez des illustrations qui sont... Ah oui, par rapport aux illustrations, donc on est deux illustrateurs, comme on vous l'avait dit, Doris, qui correspond aux textes qui seront racontés. Il y a une partie qui est là-bas, dont c'est moi qui suis l'illustrateur, et une partie qui est ici, qui est donc Magrilu, notre autre illustratrice du site internet. Voilà. On travaille majoritairement en traditionnel, comme vous l'avez pu le constater. C'est des aquarelles et puis des encres, de manière générale. Aïe. Là-bas, c'est des originaux, donc ça, c'est les tiens. Oui. Et les autres, on les a imprimés parce que comme elle habite à Lyon, elle n'a pas pu... on ne nous a pas envoyés, on n'a pas pris le risque de les envoyer par la poste. Donc on les a juste imprimés, mais à la base, c'est du dessin traditionnel aussi. Tata Aurore. On va lire en chat, tu parles plus, d'accord ? Tu vas voir papa si tu veux. Si tu peux sortir, tu vas. Non, Donc on va vous faire une lecture à deux voix, pas de l'entièreté du carnet, mais de la majorité quand Des même. extraits choisis. Ouais. Et la plupart ont été publiés sur le site, mais on a à la fin 2 textes inédits qui ne sont pas encore sortis, vous allez pouvoir découvrir. Et puis ensuite on proposera un petit échange, je crois que tu avais des choses à nous lire aussi. Je vous proposerai un témoignage d'une maman gazaoui qui m'a envoyé son histoire et qui souhaitait vous la partager. Je vous la lirai à la fin du récit. Voilà. Et après on échangera si vous avez des questions. Et puis on démontera l'expo, puisqu'en fait c'est notre dévernissage. Oui. 10 juillet 2017, retour à Jérusalem. La première fois que j'ai posé le pied sur la Terre Sainte, j'avais 18 ans. J'ai toujours été persuadée que certains endroits dans le monde nous attendent, en quelque sorte, comme si nous étions prédestinés à y aller. Et ce premier contact avec le Moyen-Orient fut un véritable électrochoc pour moi. Sans me prendre pour la réincarnation de la Vierge Marie, tout là-bas me fascinait. Les remparts blancs de la ville de toutes les religions m'ont émue la première fois que j'ai pu les observer. Je me suis sentie écrasée par le poids de l'histoire, de la civilisation et de la foi qui y règne, mêlée à ce conflit qui m'a heurté de plein fouet. J'admirais la façon dont les gens pouvaient y être extravertis, ouverts aux autres, habitués à la débrouille et au système D. Je trouvais tout magnifique, de la mosquée d'Omar au sable du désert, en passant par les sourires des enfants. 2 semaines, c'était trop peu de temps passé en Israël. J'y suis retournée une 2e fois l'année d'après pour faire du bénévolat dans une maison de retraite, le Home Notre-Dame des Douleurs. L'expérience fut bouleversante. Bercée par les chants du Muezzin, la maison était coincée entre la vallée de Jérusalem et le mur de démarcation que les Israéliens ont construit. Le mur en lui-même recouvert d'appels à l'aide, au secours, à la paix, était à la fois terrifiant et bouleversant. La maison, elle, offrait un havre d'humanité et de paix, où les sœurs de l'ordre des filles de Notre-Dame des Douleurs se battaient pour offrir un peu de dignité à des personnes vieillissantes, majoritairement d'origine arabe. Les moyens y manquaient, mais on y travaillait avec le cœur, et c'était bien l'essentiel. 7 ans ont passé. J'ai presque 25 ans et je retourne à Jérusalem. Cette fois, j'ai envie de partager avec quelqu'un que j'aime le roi de ce pays qui m'a vu grandir par 2 fois. Pourquoi? Je pars donc
avec mon ami Charlie, vers ce qui constitue pour moi une terre d'accueil. Retour à la maison. Train, Orly, puis voyage en avion. À l'atterrissage, la première chose qui me marque de nouveau, c'est la densité de l'air. D'un coup, la température augmente de plusieurs degrés et l'air se charge de poussière, de sable et de pollution. Arrivé à Tel Aviv, on cherche un taxi. Un Israélien sexagénaire nous propose de nous emmener où on le souhaite pour un tarif réduit. On accepte. On va au home Notre-Dame des Douleurs sur le mont des Oliviers, vous connaissez ? Ah oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je connais Jérusalem comme ma poche. C'est ma ville. Lorsqu'il découvre que nous sommes françaises, notre chauffeur est ravi. Il parle français presque sans accent. Aaron en profite pour nous parler de sa famille et de son pays. Nous ne sommes pas très à l'aise car il roule à tombeau ouvert sur l'autoroute et slalom entre les voitures qu'il double à l'envi. Je sais que je roule vite, c'est normal ici. Vous savez pourquoi ? C'est parce que les compagnies du coin nous donnent des quotas d'heures à faire par jour, sans prendre en compte les pauses. Si on ne roule pas à cette vitesse, on n'a pas le temps de se reposer. On traverse des paysages désertiques. De temps en temps, on peut apercevoir des villes perchées sur les dunes. Vous voyez là-bas ? C'est Ramallah. Pour les Palestiniens, c'est leur capitale. J'imagine que vous connaissez les actualités. Alors vous savez que partout où il y a des Arabes dans le monde, il y a des problèmes. Nous, les Israéliens, sommes les seuls qui savons les tenir. Avec nous, ils se tiennent tranquilles. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit là. Choqués, Charlie et moi échangeons un regard en silence. Jérusalem se dessine enfin au bout de la route. Les mêmes remparts blancs et la même effervescence qu'il y a 7 ans. Je suis émue de revenir. Notre taxi se dirige à l'opposé de notre destination. J'espère qu'il a compris ce qu'on lui a dit. Nous allons au home Notre-Dame des Douleurs sur le mont des Oliviers. Vous vous souvenez ? Vous savez où c'est ? Aaron marmonne une réponse affirmative, concentrée sur sa conduite. La circulation est très dense. Notre chauffeur peste contre sa climatisation qui marche mal, coupe la route à plusieurs voitures, mais roule au moins à une vitesse décente. En revanche, il ne se dirige toujours pas vers le bon endroit. Voilà, nous sommes arrivés! Ah non, là c'est Notre-Dame Center, un hôtel. Nous voulons aller au home Notre-Dame des Douleurs sur le mont des Oliviers. Ah bon? Mais il fallait me le dire! Où c'est votre truc? Je connais pas. Il va falloir me guider. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Aaron opère un virage dangereux en plein bouchon, coupant la route à 2 autres voitures et repart dans la direction opposée. En voulant trouver un raccourci, il nous perd au sommet du mont des Oliviers, il entre dans un cimetière, il reste bloqué, klaxonne comme un fou pour qu'on vienne le dégager. Personne ne vient. Il ressort en marche arrière, repart à grande vitesse sur la route principale maintenant dégagée. La voiture entre enfin dans le quartier de Ras Al Hamoud, puis au bon endroit. Je reconnais la station essence, le mur qu'il faut suivre pour arriver au home. Nous y sommes. Le home Notre-Dame des Douleurs a l'air d'être le même qu'il y a 7 ans. Un millier de souvenirs me reviennent. Même temporalité, même résident. Je reconnais quelques-uns. C'est merveilleux. J'ai l'impression de revenir dans le passé ou dans un joli rêve. Que c'est bon d'être de retour. 14 juillet 2017. Pour la fête nationale, le consulat français et plusieurs ordres chrétiens assisteront à une messe spéciale. J'aurais bien aimé que les bénévoles y soient aussi invités. Je suis curieuse de voir à quoi ressemble cette célébration. On ne peut pas dire que la Révolution française a été l'événement le plus religieux de notre histoire. En attendant, la journée se déroule comme d'habitude. Petit déjeuner, messe, discussion. 3 séminaristes catalans sont censés arriver cet après-midi, se joindre à notre équipe de bénévoles. Distribution de boissons, discussion. Nous apprenons par les nouvelles, sur une chaîne d'information arabe, que des Palestiniens ont attaqué des flics israéliens ce matin. Boum. La nouvelle me fait l'effet d'un coup de massue. Dans le home, les personnes âgées sont paniquées, tristes, inquiètes. Le personnel palestinien est mortifié, abattu. Certains réagissent à peine, mais semblent encore plus fatigués qu'à l'ordinaire. Je parle avec une infirmière pour qu'elle me traduise les nouvelles. Apparemment, un policier israélien a été tué. Les 2 jeunes se sont échappés dans les rues jusqu'à l'esplanade des mosquées, au milieu de croyants en prière. Ils étaient poursuivis par des militaires qui ont tiré sur la foule présente sur l'esplanade. J'ai cru comprendre qu'ils ont été tués ainsi que 2 autres personnes. Ça arrive tous les jours, on est habitués. C'est pas une vie, mais c'est notre vie. Jérusalem est complètement fermée. Les Israéliens ne laissent plus rentrer personne dans la vieille ville. On a les informations au compte-gouttes, c'est rare. Les militaires israéliens ne donnent que très peu d'informations à la télévision palestinienne. La messe est annulée ou reportée. Les chrétiens ne souhaitent plus faire de ce jour une célébration. Les sœurs restent au home et nous conseillent très fortement de ne pas sortir de la maison aujourd'hui. Nous ne mettons pas de difficulté à accepter. Ce doit être le chaos dehors.
Lors du repas, l'ambiance est étrange. Les personnes âgées ne cessent de nous poser des questions et nous tentons de les rassurer du mieux que nous pouvons. J'interroge à mon tour le personnel pour avoir des nouvelles. On n'en sait pas beaucoup plus. Jérusalem sera probablement bloquée pour quelques jours. 2 membres du personnel vont dormir sur place ce soir par sécurité. On entend des détonations autour du home de temps en temps. Je me persuade que ce sont des pétards du 14 juillet. Au service du soir, une question tourne sans cesse dans ma tête. Comment peut-on tuer quelqu'un sur un site sacré ? Alors tout à coup, du haut de la petite citadelle solitaire, la voix du Mouezdin s'élève, une voix haute et claire qui a le mordant triste et doux des hautbois, qui fait frissonner, qui fait prier, qui plane dans l'air d'un grand vol comme avec un tremblement d'ailes. Devant ces magnificences de la terre et du ciel dont l'homme est confondu, la voix chante, psalmodie au Dieu de l'islam qui est aussi le Dieu des grands déserts. C'est une citation de Pierre Loti. 15 juillet 2017. Pas de service ce matin. Charlie et moi prenons notre petit déjeuner et partons marcher dans Ras Al-Hamoud jusqu'à l'église de toutes les nations. L'église se situe en dehors des remparts de la vieille ville, loin des barrages militaires les plus problématiques. Les rues sont calmes. On pourrait presque penser que l'attaque d'hier n'a pas eu lieu. Si nous n'avions pas passé un checkpoint gardé par un fourgon blindé, des dizaines de militaires aimables comme des portes de prison. Le soleil est écrasant sur la route et l'air charrie de la poussière. Un peu partout, des morceaux de pita abandonnés sèchent à l'air libre. Est-ce pour nourrir les oiseaux ou les chats errants ? L'église est construite sur l'emplacement où Jésus aurait passé sa dernière nuit avant d'être arrêté. Juste à côté, nous visitons le jardin de Gethsémani, pressoir à huile en araméen, et ses oliviers. Les guides nous disent qu'ils sont vieux de 2000 ans environ et donnent encore des olives. Au retour, service à 14h et entretien du jardin. Le soir, après le service, nous mangeons entre bénévoles et accueillons 2 nouvelles venues. Pas plus d'informations qu'hier, Jérusalem est encore fermée. J'espère que les choses vont se passer. 16 juillet 2017. Service le matin. Comme d'habitude, nous nous occupons du petit déjeuner, faisons des massages aux mains des résidents qui le souhaitent et passons du temps à échanger avec les personnes âgées. Le midi, nous mangeons avec le père espagnol qui accompagne les 3 séminaristes qui sont finalement arrivés sans encombre. Il est très gentil et ouvert au contact, bien qu'il ne parle que le catalan. Les séminaristes m'ont surprise à leur arrivée. Je les trouve très jeunes pour des gens qui se destinent à devenir prêtres. Le plus jeune a 20 ans et le plus vieux a 26 ans. L'après-midi, nous décidons de partir au Museum Om Dessim. Le lieu est un musée sociopolitique israélien. Il est situé sur l'ancienne ligne verte, soit la démarcation entre les anciens territoires israéliens et palestiniens pré-colonisation. Le musée se revendique neutre et propose des expositions temporaires sur des thématiques religieuses, politiques ou sociales. Nous prenons donc le bus pour la gare routière de la porte de Damas. Aujourd'hui, les chauffeurs profitent de ces temps de battement pour apprendre l'anglais dans un manuel qui semble dater des années 50. Arrivés au rempart, nous nous dirigeons vers Jérusalem-Ouest. À côté de la gare routière, un petit garçon d'environ 8 ans est en train de vendre des cartouches de Marlboro. Comme à l'accoutumée, bien sûr, il fait très chaud. J'ai pris l'habitude de porter un foulard sur la tête. Notre marche nous emmène à travers le quartier laïque de Jérusalem, au sein duquel nous devons trouver notre objectif du jour. Je ne connais pas la direction exacte pour y retourner. Nous demandons notre chemin à un commerçant palestinien. Il passe environ 10 minutes à scruter notre carte avant de nous indiquer la bonne direction. Mais Harim est le quartier juif ultra-orthodoxe. Les rues sont propres, ordonnées, pourvues d'arbres, et comptent même des poubelles de recyclage du plastique. Les gens que l'on y croise sont habillés de manière très stricte. Les hommes portent le costume noir, le grand chapeau, la barbe et les péotes, ces espèces de boucles qui jouxtent leur barbe. Les femmes sont voilées, portent des vêtements cachant les formes. Les petits garçons portent la kippa et un châle de prière nommé talit que l'on voit dépasser de dessous leur chemise. On m'a toujours présenté cette branche de la religion juive comme étant la plus radicale. Une chose est sûre, le niveau de vie est loin d'être le même que dans les quartiers palestiniens. Malheureusement, le musée est fermé lorsque nous y arrivons. Tant pis, on le visitera une autre fois. Nous décidons de pousser notre excursion jusqu'à la vieille ville pour boire un coup avant de rentrer. Apparemment, les contrôles sont moins stricts depuis l'attaque récente. Les portes sont tout de même barrées par des militaires israéliens, mitrailleuses en bandoulière, grenades sonores sur leurs gilets pare-balles. Lorsqu'on rentre, l'ambiance me glace le sang. La plupart des magasins sont fermés. Les rues du souk, habituellement noires de monde, sont vides. Nous sommes quasiment les seuls touristes. Et les rares Palestiniens que nous croisons résident très probablement dans
dans l'enceinte du vieux Jérusalem. La ville est barrée de partout. Les Israéliens ne doivent pas laisser passer grand monde. C'est presque une ambiance de mort. Nous buvons tout de même un thé dans un café miteux pourvu de tables de jardin, pendant que des préadolescents jouent à des jeux de fête foraine. On rentre ensuite. Je demande à un Israélien s'il sait quand la vieille ville sera rouverte à tout le monde. Il pense que ça le sera dans quelques jours. On le remercie. God bless you. À côté de l'endroit où un gamin vendait des clopes, deux autres font les poubelles. 17 juillet 2017. Ce matin, je pars me perdre dans la vieille ville de Jérusalem. Après une demi-heure de marche, j'envisage de boire un coup dans le quartier du Saint-Sépulcre. Un vendeur arabe m'interpelle. Tu veux un café? Je te l'offre. J'accepte avec plaisir et il me ramène un café à la cardamome. Hassan est très agréable et j'apprécie le fait qu'il n'essaie pas de me vendre quelque chose. Nous parlons 1 heure environ en fumant des cigarettes. Évidemment, la Palestine, le conflit et l'attaque récente reviennent souvent dans les conversations. C'est de la politique, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire? À part vivre, bien sûr. Je suis pas anti-israélien, je suis juste un être humain comme eux. Je comprends que les militaires doivent checker la sécurité, mais ils sont tellement rudes. Je vous respecte, alors soyez polis. L'échange est sincère et la rencontre est belle. J'achète un veston orné de broderie palestinienne à Hassan et décide de ne pas marchander le prix pour le remercier. J'apprendrai après que le vêtement a été fabriqué en Jordanie à la machine à coudre, mais je ne regrette pas mon geste. Le salaire moyen d'un Palestinien est de 300 € mensuel, j'imagine, oui, précisément. Et la vie à Jérusalem est chère. Plus tard, au détour d'une rue, j'engage la conversation avec un vendeur d'origine israélienne qui doit avoir mon âge. Il est assis devant son échoppe de produits religieux, un thé à la main. Les gens ont deux visages ici. Celui pour les touristes et celui qui est sincère. Ils se battent tout le temps. Mais au fond, ce sont des bonnes personnes. À Jérusalem, la politique est synonyme de violence. Pourtant, le cœur des gens est pacifiste. Je repasse par le mur de lamentation et je repars par la porte de Damas avec du za'atar, un mélange d'épices arabes, de la myrrhe et du frankincense, des encens au parfum enivrant, pour reprendre mon service. Douche et service du soir. Mon sac. Je discute un peu avec Moulou, une résidente d'origine éthiopienne. La vieille dame parle de ses 6 enfants qu'elle a tous perdus pour mentionner le fait que sa fille avait de très beaux cheveux. Moulou se tait, les larmes lui montent aux yeux. Elle me regarde et ses pupilles me disent « Puisque tu vas partir, comme tous les autres, n'oublie pas, s'il te plaît. » À haute voix, elle me demande « Quand tu reviendras en France, tu n'oublieras pas de m'écrire une lettre ?» Je promets et l'embrasse très fort. J'ai le cœur brisé. Moulou prend un temps pour souffler et repart avec son sourire habituel, comme si rien ne s'était passé. C'est celle-là, hein? Oui, C'est cette la image dame qui est en bleu sur l'image qui est là. sur l'image du 21 juillet 2017. Ce matin, repos. On ne sortira pas par mesure de sécurité. C'est vendredi, jour de prière. Les Palestiniens vont sûrement en profiter pour manifester. Les militaires s'en doutent d'ailleurs. Les voitures de police et les hélicoptères quadrillent la ville depuis hier soir. Des barrages routiers ont poussé un peu partout. Apparemment, des musulmans en prière ont été blessés porte des lions et un autre a été abattu à Bethléem. Je n'en sais pas plus. 11h40. Les haut-parleurs des Mouezdines diffusent un message qui ressemble plus à un appel à la révolte qu'à la prière. Et merde. Au repas, des explosions se font entendre. Nous sortons pour constater que des feux sont allumés aux alentours de Jérusalem. On peut voir une épaisse fumée noire s'élever à 3 endroits. J'essaye de ne pas imaginer ce qui se passe dehors. Je travaille au jardin avec Elisa l'après-midi. En allant chercher les outils, nous sommes prises toutes les deux d'une quinte de tout. Un nuage de gaz lacrymogène provenant du quartier de Ras El Hamoud a atteint le jardin. Pourtant, aucune manifestation ne se fait entendre dans les alentours du Home. D'où vient le gaz? La quantité pulvérisée sur les manifestants doit être énorme pour que le nuage ait pu arriver jusqu'à nous. Quelle horreur. Au service du soir, nous apprenons que des manifestations se sont soldées par 3 morts, dont un jeune de 17 ans tué à Ras El Hamoud et plus de 200 blessés. J'ai le cœur déchiré. À la télévision du salon, les images des journaux arabes passent en boucle. 3 Palestiniens soulèvent un corps emmailloté dans un linge blanc pour le porter au-dessus de la foule, en signe de protestation. Il a une grande tache rouge sur le drap blanc. Une femme voilée pleure à chaudes larmes devant l'entrée des urgences alors qu'on transporte quelqu'un sur une civière. Mon cœur est arraché. L'ambiance est lourde au Home. Les personnes âgées ont peur ou prient pour la paix. Personne en tout cas n'a le cœur à rire. Je me sens mal. On aurait pu y être. On pourrait être à leur place. Et les familles des victimes. C'est atroce. Étrangement, la soirée donne du baume au cœur. Nous mangeons avec l'ordre des petites sœurs de Jésus et celle du Home. Je prends le temps de discuter avec plusieurs d'entre elles, ainsi que sœur Christine, une petite sœur.
Elle me raconte 25 ans de travail dans la bande de Gaza avec son ordre. Au fil des récits de rencontres, d'expériences magnifiques et atroces à la fois, je vois des étoiles s'allumer dans ses yeux. 27 juillet 2017. Après le service du matin, Charlie et moi partons finir nos achats de cadeaux à Jérusalem. Nous retournons à la boutique de Malek, un jeune vendeur avec qui j'avais discuté quelques jours plus tôt. Il nous accueille chaleureusement et finit par nous vendre une tête d'oreiller palestinienne. On échange longuement pour finir par se tomber dans les bras avant de se dire au revoir. Ne m'oubliez pas, ne nous oubliez pas, et racontez autour de vous comment sont réellement les Palestiniens. Les médias racontent des mensonges, et priez pour la paix, on en a besoin. Allah ma'ak. Dieu te garde. À l'année prochaine, Inch'Allah. Une fois nos achats finis, on va boire un thé et manger un baklava vers la Via Dolorosa. Beaucoup de gens ont l'air de partir pour Al-Aqsa avec leur tapis de prière et c'est tant mieux, maintenant que les Israéliens ont enlevé les portiques et les caméras. Mais en sortant, on trouve la Damascus Gate bloquée par des militaires, des dizaines de Palestiniens massés derrière des barrières. Lorsqu'on demande ce qui se passe à un soldat, on nous répond « Situation d'urgence. Ça craint ». À la gare routière, un Palestinien nous dit que tous les bus arabes sont bloqués. On entame donc le retour à pied pour environ 40 minutes de marche. En arrivant au rond-point vers la Lions Gate, on est sidéré. Il y a de plus en plus de monde. La police montée, l'armée partout, des véhicules blindés, un autre qui ressemble à un petit tank. Ça pue. On avance jusqu'à un barrage. 3 Françaises sont bloquées là et nous disent que les militaires ne laissent passer personne. Je suis mue par mon instinct qui m'empêche de réfléchir à autre chose que cet état de fait. Il faut qu'on parte. Tout de suite. J'essaye de négocier avec une Israélienne qui tient fermement son fusil des 2 mains. Elle ne veut pas me parler et me dirige vers un soldat qui parle anglais. Je joue maladroitement la touriste effarouchée et il nous laisse finalement passer. En arrivant au bas de la colline de Jérusalem, on entend des explosions à 100 mètres derrière nous. D'un commun accord, on presse le pas. En remontant les monts des Oliviers, je discute avec l'une des 3 Françaises qui m'apprend qu'elles sont volontaires dans un orphelinat à Ramallah. On tente de respirer toutes les deux. Elle a l'air aussi touchée que moi par cette tension. Mon regard se tourne vers le dôme doré de la mosquée d'Omar, visible derrière les remparts blancs, à environ 15 km à vol d'oiseau. Soudain, nous nous arrêtons. Mon cœur manque un battement. Une grande clameur monte de l'esplanade. Plusieurs centaines, peut-être 1000 ou 2000 personnes crient, hurlent en même temps. Et alors, Boum, boum, boum. des explosions encore par-dessus les cris de la foule. Mon sang se glace littéralement à cet instant. J'ai froid alors qu'il fait 30 degrés. Pauvres gens. Je pense au vœu de paix de Malek et une douloureuse sensation d'absurdité m'envahit. On se remet à marcher malgré tout et quittons les Françaises à l'entrée de Ras El Hamoud. Dans le quartier, tout est normal. On entend des enfants rire aux éclats dans la cour d'une maison. Après autant de tension, ça fait du bien. La soirée se passe avec quelques bières et des jeux de cartes entre bénévoles. Youssef se joint à nous. C'est le fils de Labibé, une résidente. Il nous raconte des histoires de la guerre civile qui a eu lieu après la création de l'État d'Israël lors de la fin du protectorat anglais. Il avait 14 ans lorsqu'elle a éclaté. Lors d'une bataille, les soldats ont demandé aux jeunes de ramasser les morts dans Jérusalem. Youssef en faisait partie. Lors de l'expédition, il trouva le cadavre d'un ami. Sa famille l'enveloppa dans des linges pour le garder 3 jours. Le 4e jour, Youssef fut chargé de sortir pour prévenir la famille du défunt, alors que les Palestiniens étaient consignés chez eux. Au détour d'une rue, il croisa un bataillon de soldats israéliens qui tirèrent et le manquèrent de peu. Le gamin se cacha un petit peu plus loin, attendit qu'il passe, prit soin de prévenir les proches du mort et rentra chez lui par les toits. 4 jours plus tard, le corps commençait à puer. Youssef et sa famille l'enterrèrent par leurs propres moyens. Plus tard, nous apprenons l'origine de la clameur sur l'esplanade. Suite au retrait des caméras et portiques de sécurité, les Palestiniens étaient retournés prier sur l'esplanade des mosquées. Mais un groupe de militaires israéliens s'est invité parmi eux sans vergogne. La foule en colère a entrepris de leur jeter des pierres et des bouteilles pour les chasser. En réponse, c'est l'armée qui est entrée dans l'esplanade. Les explosions que nous avons entendues étaient dues à l'utilisation de grenades sonores et lacrymogènes. Le tout a dégénéré jusqu'à la porte des Lions où nous étions coincés et a fait une centaine de blessés. Quelques minutes de plus et nous étions dedans. 31 juillet 2017. J'ai 25 ans, ça y est. Et c'est le jour de notre départ. Je me lève à 5h30. Je suis trop exaltée pour dormir. On discute 1h30 avec Jeannette face à la vue qui s'embrase peu à peu du soleil matinal. J'écris un peu. Il est l'heure. Au revoir Rémi aux bénévoles que j'espère réellement revoir. Discussion et échange d'adresses avec Amine, Anan, Youssef.
Aux sœurs, de chaleureuses embrassades. Au réfectoire, les personnes âgées nous saluent. Keep singing. Me dit Serena. Le regard de Nutsa s'illumine. Manouchak m'offre un lumineux sourire pour laisser ensuite son expression se charger peu à peu de tristesse. Allah ma'ak. Dieu te garde. Ma salama. Au revoir. Sœur Marina, comme à son habitude, nous couvre d'une avalanche de compliments. Nous les lui rendons avec cœur. Les larmes me montent aux yeux. Un dernier salut à tout le monde. Et on part avant que je ne me mette à pleurer. Au revoir, le homme Notre-Dame des douleurs. Je reviendrai. À bientôt. À l'aéroport, plus tard, après 2 heures d'attente, nous nous présentons à l'enregistrement des bagages pour le fameux passage à la douane. Israël impose les contrôles les plus draconiens au monde. C'est donc un moment à ne pas prendre à la légère lorsqu'on voyage en Terre Sainte. En premier lieu, les voyageurs sont interrogés avant d'enregistrer leurs bagages. On nous demande ce que nous faisons là, pourquoi nous sommes venus, comment nous avons financé notre voyage, quel est notre métier, ce que nous avons visité, où nous avons dormi. Charlie est mal à l'aise et la pression la déstabilise. Nous sommes suspects aux yeux des douaniers. Ils savent qu'on ne raconte pas la vérité. Mais si nous racontons la réalité de notre voyage, ils verront d'un mauvais œil le temps que nous avons passé en territoire palestinien. Nous sommes interrogés par une responsable qui nous demande des preuves de ce que nous avançons. Puis, puisque nous ne pouvons lui en présenter, qui soit satisfaisante pour elle, nous sommes interrogés par son chef, séparément cette fois. Avant ce dernier interrogatoire, ils emmènent nos passeports et nous font attendre 1 heure devant le guichet, sans aucune explication. Une fois l'interview passée, la femme nous emmène enregistrer nos bagages et y appose une étiquette rouge. Cette étiquette me rend folle. Quelle est sa signification ? Nous passons au contrôle des passeports, scan facial. Nos bagages sont passés au rayon X, puis nous sommes emmenés dans un box à l'écart pour qu'ils soient fouillés. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Je tombe face à une jeune femme qui me parle comme un chien. Je vide mes poches, elle me fait passer un scanner corporel, une fouille au corps, regarde la plante de mes pieds, noircie par la poussière et par le fait que je viens de marcher 1 mois en tongs. Mou de dégoût. Elle en profite pour faire une remarque à sa collègue en hébreu. Mon cerveau turbine à 100 à l'heure. J'ai peur. Fouille des bagages. La femme m'interdit de toucher mes affaires, les vide, considère mes huiles essentielles, mes habits, avec la même moue de dégoût. Nouvel interrogatoire. Les questions sont toujours les mêmes. Elle tombe sur mon carnet de voyage. Et là, je manque de tourner de l'œil tellement je stresse. J'ai la manie de coller des étiquettes, des billets, des tickets de bus pour me souvenir de ce qu'on a fait. Elle va forcément trouver des raisons de m'emmerder avec ce que j'ai collé. Bingo, elle tombe sur un ticket de bus arabe. C'est écrit en arabe, c'est quoi ? C'est un ticket de bus, on a pris les bus arabes parce qu'ils sont moins chers. Nouvelle expression de colère. Elle vient de tomber sur un ticket relatif à notre visite de Tel El Sultan, un site archéologique situé en territoire palestinien. C'est écrit « Autorité palestinienne ». Expliquez-vous. C'est un site archéologique qu'on a visité et regardé. Je lui pointe un endroit du ticket pour confirmer mes dires et elle a un violent mouvement de recul. Ne touchez à rien. La douanière entreprend d'essayer de lire ce que j'ai écrit et cesse alors qu'elle se rend compte que j'ai écrit en français. À cet instant, je remercie le ciel d'écrire comme un cochon. J'ai hâte que ça se termine. Je me sens de plus en plus humiliée. Les autres personnes interrogées autour de moi ne subissent manifestement pas le même traitement. Elle continue de tourner les pages. J'espère une question du type. Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien ? Pour que je puisse lui développer mon point de vue consistant à ne pas diaboliser un camp pour angéliser l'autre, mais cela ne vient pas. Je pense à parler. C'est une très mauvaise idée. Si elle ne me pose pas de questions, je crains sa réaction. Mieux vaut fermer sa gueule. C'est frustrant. Elle est clairement en train de chercher la petite bête pour prouver que je suis engagée politiquement. À la place, elle reprend les questions qu'on nous a posées lors de notre arrivée à l'aéroport. Combien de temps suis-je restée ici ? Pourquoi suis-je venue ? Ai-je déjà effectué un voyage en Israël ? Comment mon voyage a-t-il été financé ? Quel est votre métier ? Je suis travailleuse sociale. D'un ton très ironique. Travailleuse sociale ? Waouh ! Parlez-moi des publics avec lesquels vous travaillez. J'énumère mécaniquement les publics avec lesquels un éducateur spécialisé travaille et elle me coupe soudainement sans me dire au revoir. Ok, ramassez vos affaires et partez. Je m'exécute sans regarder personne. Je me suis rarement sentie autant humiliée. Une des collègues de ma douanière vient me voir. Peut-être se sentait-elle coupable du ton de sa collègue. Voulez-vous de l'aide ? Un nom poli mais ferme sort de ma bouche et j'évite de la regarder. Ne me parlez pas, je veux juste m'en aller, j'ai la tête qui tourne. Dehors, je me répète que les Israéliens ne sont pas tous comme ça. Après une émotion pareille, il est facile de tomber dans le piège de la partialité. Des cons, il y en a partout. Chez les Israéliens aussi, il y a des militants pacifistes, des gens engagés pour la cause de la paix, des artistes, des gens normaux qui ne font mal à personne. Le gouvernement israélien est assimilable à une droite radicale. Leur loi permet le profilage racial et sociétal à l'aéroport, ce qui explique le traitement dont j'ai été victime. Mais pour une pomme pourrie, il ne faut pas que je range toutes les autres dans le même panier. Il y a des gens bien et des deux côtés. Nous buvons une bière pour nous remettre de nos émotions.
Notre voyage se termine. 2 heures après, notre avion s'envole pour Paris. Ça y est, c'est fini. Au revoir la Terre Sainte. J'ai hâte de revenir te voir. Bon, t'as eu le temps de tout dessiner? Presque. C'est dense. C'était pas très long, je savais. Voilà pour la lecture. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Wissal, qui vit dans la partie sud de Gaza et qui a souhaité vous transmettre son histoire. Elle t'a écrit en français? J'ai traduit. C'était quand le témoignage? Il date de quand? Il date d'il y a une semaine. Elle a voulu raconter son histoire. À 11h02. Bonjour à tous, je m'appelle Wissal Jamal, j'ai 33 ans. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. J'étais enceinte de 5 mois et j'ai fait une fausse couche de mon premier enfant. Puis Dieu m'a bénie avec mon premier-né, Zayn Al-Din. J'étudiais pour faire une licence à l'université Al-Aqsa dans le nord de Gaza. J'ai terminé mes études pendant ma grossesse et après ma naissance, j'ai souffert de nombreux problèmes dans ma vie. Mon mari travaillait avec son père dans leur entreprise privée et son père lui donnait environ $120 par semaine pour que nous puissions vivre. Ce n'était pas suffisant pour sortir et vivre correctement car cela nous nourrissait tout juste. Mon père dépensait pour mes études, mon université, mon fils, nos vêtements et nos frais de transport entre les deux gouvernorats. Ma famille était dans le nord et je me suis mariée dans le sud. J'étais très fatiguée. Au début de ma vie, ma maison se composait d'une pièce, d'une cuisine et d'une salle de bain. Mais en hiver, il pleuvait beaucoup et ma maison se transformait en piscine à cause des dégâts causés aux fenêtres. Et nous n'avions pas d'argent pour les réparer. Après 5 ans de difficultés, j'ai demandé à son père une augmentation et il a commencé à nous donner $50 de plus par semaine. Les salaires ont toujours été très bas à Gaza et le chômage était très élevé. Nous n'avons pas trouvé de travail et avons été obligés de nous soumettre au travail de son père. Nous n'avons pas pu réparer les... Désolée, la traduction est un peu... Les dégâts étaient considérables dans les fenêtres et ma chambre n'était pas finie. Le bois a gonflé à cause de l'eau de pluie et est devenu impropre à y habiter. Une partie d'un mur s'est effondrée à cause de l'humidité. J'ai vendu alors mon or de mariage, ma dot, et j'ai acheté une chambre en bois de lettres pour $2500, la meilleure qualité pour toute une vie. L'important est que j'ai donné naissance à mon deuxième enfant, Aboud, et grâce à Dieu, notre situation a commencé à s'améliorer petit à petit. Et chaque fois que je reçois de l'argent de ma famille, j'achète des meubles pour ma maison, des tapis, de la literie. Mon mari a commencé à développer son travail et nos revenus ont augmenté, grâce à Dieu. Après 4 ans, j'ai réussi à donner naissance à mon petit garçon Maher. Et après sa naissance, j'ai eu un salon, un canapé pour recevoir des invités, j'en étais très contente. Nous l'avons acheté en plusieurs fois, en payant tous les mois. Grâce à Dieu, après toutes ces années et ces souffrances, j'avais maintenant une maison chaleureuse et bien rangée, avec des tapis et des meubles. J'étais très heureuse. Mais la guerre est arrivée, l'extermination, et nous avons été obligés de quitter la maison pour échapper à la mort. Je n'ai pas pu photographier ce que nous avons vécu à cause de la mauvaise qualité de mon téléphone. Je rêvais depuis 12 ans d'avoir un iPhone et je ne l'ai pas eu. Et la guerre a complètement détruit nos vies. Nous avons perdu tout ce que nous possédions, une maison, de l'argent, notre travail, l'école, les vêtements, et il ne nous reste plus rien. Nous ne savions pas comment avoir un peu d'argent pour vivre, ou de la nourriture, jusqu'à ce que nous trouvions GoFundMe, c'est des cagnottes, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire un peu d'argent. En fait, ils cherchent des donateurs sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que j'ai rencontré Wissal, et ils demandent si on peut participer à une cagnotte GoFundMe. Mais la situation est tragique et mes enfants ont beaucoup souffert. Aboud a subi un accident lors d'un bombardement et a eu 5 fractures de la jambe. Il a eu une opération qui a été difficile. Des fils ont été placés pour réparer l'os et il a dû vivre le post-opératoire sans antidouleur. La douleur et la perte de sommeil ont été très difficiles. Dans le même temps, j'ai souffert d'une anémie et d'une fatigue due à une nouvelle grossesse. Loué soit Dieu, je souffre beaucoup maintenant de tout, mais j'ai espoir en Dieu et ensuite dans les personnes miséricordieuses et les cœurs humains à nos côtés. Les dons que les gens m'envoient pour mes enfants et moi nous aident à acheter les bases et les médicaments ainsi que de l'eau potable pour vivre. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup d'amour pour vous tous, amour et respect. Wissal. Voilà.
Voilà pour la lecture. Est-ce que tu as toujours des nouvelles des personnes dont tu nous avais parlé la première Oui, après, c'est assez sporadique, parce que Internet est assez... parce que je suis en contact avec 3 familles sur Gaza. Un papa dont la femme a donné naissance à un petit garçon pendant la guerre, qui a actuellement 6 mois. Ils vivent dans un appartement qui a été soufflé par un bombardement. Donc ils n'ont plus rien en fait pour mettre leur petit garçon à l'abri du froid. Et du coup voilà, il essaye lui pour le coup de rassembler un peu d'argent pour acheter une tente pour pouvoir abriter sa famille du froid pour l'hiver qui arrive à Gaza pour le coup. Et sinon, une autre famille qui vit dans le nord de Gaza, pour le coup ils sont pas loin des bombardements. Une maman de 4 enfants et dont le père était chauffeur, enfin le papa était chauffeur du coup. Et pareil, ils votent comme ils peuvent quoi. C'est celle qu'on a entendue, tu dis écouter. En fait, quand on est reparti après être venu installer l'exposition, avoir fait la première lecture, on lui a envoyé un message pour lui dire qu'on vous avait parlé d'elle et qu'on avait lu un peu, on avait parlé voilà, de... Parce que pour la première lecture, elle avait récolté pour moi 2 autres témoignages de Palestiniens qu'on a lus. Du coup, on lui a envoyé des photos de l'exposition qu'on a fait. On lui a fait un petit compte-rendu, histoire qu'elle... Et elle nous a envoyé un vocal en arabe, donc on n'a pas pu comprendre spontanément parce qu'on ne parle pas. Mais on comprend quand elle s'adresse, quand elle parle de ton fils aussi. Enfin voilà, il y a des échanges qui sont assez forts. Je dis ça. Donc voilà. Et si jamais vous avez des questions, on peut en parler. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci à toi, à vous. C'est vrai qu'il est étonnamment, sauf entre guillemets son témoignage, puisqu'elle parle de ses conditions de vie, mais matérielles. Et c'est vrai qu'avec l'horreur de la situation actuelle, les pertes des proches, elle parle d'extermination. Et c'est vrai que les mots sont plutôt presque neutres, quoi. Mais ils sont tous très pudiques. Très pudiques et très... Enfin, en tout cas, pour être allé sur place, globalement, les Palestiniens sont des gens très accueillants, très respectueux, très... voilà. Il y a presque un côté, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise en te donnant trop de détails. Enfin, voilà, Wissal m'a envoyé pour le coup une photo de la radio des jambes de son fils, mais c'était pour prouver ses dires, parce que pour le coup, ils ont des difficultés à trouver beaucoup d'aide sur Internet. Mais ils rentrent pas dans les détails par pudeur, tout simplement. Mais ce que je trouve bouleversant chez eux, c'est qu'ils ont toujours plein de mots d'amour, de paix, de bienveillance, ils sont pas... il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Absolument pas, non. C'est plutôt extraordinaire, ouais. Et l'aide, quand on donne de l'argent, elle leur parvient bien à eux, oui. Quoi, ou c'est... Bien, alors j'avoue, j'ai pas trop compris comment ils se débrouillent, mais en tout cas, ils arrivent il doit rester quelques endroits où ils peuvent récupérer les fonds, en fait. Mais du coup, ils font tous comme ça. Ils ont tous une cagnotte GoFundMe ou autre chose, et une fois qu'ils arrivent à un certain stade, ils la récupèrent. La plupart, ils font ça parce qu'ils ont le moyen... Ça, c'est aussi la grosse ironie tragique de la situation, c'est qu'ils peuvent en soi être exfiltrés de Gaza via des moyens plus ou moins légaux, j'imagine. Sauf que ces passeurs en question, ils demandent 5 000 euros par personne. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a certains qui donnent... je pense à la première Palestinienne avec qui j'ai été en contact de Gaza, elle demande 35 000 $, mais parce qu'ils sont une famille de 6, quoi. Donc, bon, c'est quasi impossible à atteindre, quoi. Ils sont tous dans la même situation, ils sont des millions dans la même situation. Ouais, et une tente, ça coûte, je crois, 500 $, un truc comme ça. 1 000 $. 1 000, ouais.